Je ne sais pas si je suis un spécialiste, non, je ne crois pas, disons plutôt un amateur, un connaisseur de la bande dessinée. En fait, la bande dessinée chinoise, elle est assez peu connue aujourd'hui dans l'histoire de la bande dessinée mondiale. Depuis les années 60-70, on a des amateurs de bande dessinée qui ont recherché, qui ont écrit l'histoire de la bande dessinée, et aujourd'hui on a des universitaires qui se penchent sur ce sujet. Mais il y a quand même peu de personnes qui travaillent sur l'histoire de la bande dessinée chinoise. Et donc finalement, dans l'histoire de la bande dessinée mondiale, il y a une espèce de grand vide qui est la Chine. À vrai dire, on peut le comprendre parce que il y a un accès un petit peu difficile à cette histoire de la bande dessinée. Il faut savoir parler chinois, lire chinois, et ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et ceux qui peuvent le faire, est-ce qu'ils vont s'intéresser à la bande dessinée? Pas forcément, donc c'est vraiment très très restreint. Et puis aussi, l'histoire de la bande dessinée chinoise, en tous les cas en Chine, elle est marquée par une vision un peu nationaliste, un peu restreinte, et pas ouverte aux influences internationales. Donc il y a peu de recherche étrangère, et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a énormément de documents qui n'existent plus, de documents qui ont été détruits. Des documents du 19e siècle, du début du 20e, avec aussi la révolution culturelle par exemple, il y a beaucoup d'ouvrages des années 20-30 qui ont simplement disparu. Donc comment faire des recherches sans avoir de documents? C'est pas évident. Actuellement, il y a peu de bandes dessinées en Chine. Et alors c'est un peu étonnant, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, je dis que c'est un peu étonnant parce que en France, actuellement, la bande dessinée, l'année dernière, représente 25% du marché du livre. 25%. Et je ne parle pas de la fiction, du marché du livre général. C'est énorme en France. Mais aussi dans d'autres pays. Et alors, bon, vraiment, on peut se poser la question, pourquoi il n'y a pas de bande dessinée en Chine? Ce qu'il faut savoir quand même, comme en préalable, c'est qu'en Chine, l'édition, ce sont des éditeurs d'État qui vont avoir un certain nombre d'ISBN chaque année, la possibilité de publier un certain nombre de livres, et il existe des maisons d'édition privées, mais qui doivent faire un partenariat avec une maison d'édition d'État. Et du coup, ça favorise, enfin ce fait qu'on ait ces éditions d'État, finalement on va avoir, on pourrait dire presque des fonctionnaires qui travaillent, ça ne va pas favoriser un marché très dynamique, des gens qui vont essayer de faire des nouvelles choses. Donc il y a toutes ces raisons, disons, structurelles qui font que aujourd'hui, par exemple, si vous avez un éditeur privé qui veut éditer une bande dessinée, il doit d'abord trouver un partenaire public, le convaincre, et voilà. Donc c'est alors, je suis arrivé en Chine en 2008. Je ne parlais pas du tout chinois à l'époque, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la bande dessinée chinoise. Moi j'étais professeur de français à l'université de Harbin. Il y avait une petite rue à côté de l'université où il y avait de la bouffe de rue, et puis il y avait aussi des bouquinistes qui posaient une couverture, un petit étal, et on vendait des livres. Et donc j'ai acheté ce petit livre qui m'a séduit par son aspect très joli, très graphique, et puis cette forme très particulière, vous voyez, ça tient dans la paume de la main, c'est très pratique. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce petit livre? Eh bien, je vous ai mis quelques images ici. On a une histoire burlesque où on a un grand maigre qui va voler le parapluie d'un petit gros. Et il se court après. Bon, c'est un tout petit livre. Alors, le style est un petit peu... il y a du cartoon, il y a du burlesque, du comique. Et en même temps, on sent que c'est fait au pinceau et on sent des liens avec la peinture chinoise. Voilà, donc j'étais ravi de cette petite trouvaille.
dernière page, enfin, le quatrième de couverture de ce livre. Et là, c'est très intéressant d'ailleurs pour les chercheurs, c'est que le règlement en Chine fait qu'on doit marquer plein d'informations sur le livre. Et notamment, donc, on a le titre du livre, l'éditeur, donc la maison d'édition des beaux-arts du peuple de Pékin. Vous avez l'année d'édition, ici, donc c'est le mois d'avril 1985. C'est la première publication. Le tirage est de 110 000 exemplaires. Vous avez le format du livre et vous avez l'ISBN et vous avez le prix 19 centimes. Moi, je l'avais acheté un peu plus cher. Je ne sais plus combien, 2 ou 3 yens. Donc, tous les jours, quand je sortais de l'université, je passais par cette rue et mon plaisir, c'était de m'arrêter à l'étal des bouquinistes et de regarder un petit peu ce qu'il pouvait y avoir. Ça se présentait plutôt comme ça. Donc on voyait ces ouvrages de la fin des années 70, des années 80. Et là, très rapidement, vous voyez que le texte, il est à côté de l'image. Hein, mais ce n'est pas la présentation la plus commune. La présentation la plus commune, c'est celle-ci. Vous avez donc une image et le texte sous l'image. Je suis allé dans une librairie et j'ai vu aussi qu'il y avait ces petits ouvrages. Alors, parfois, certains étaient présentés sous coffret. On voyait que c'était des séries. Souvent, vous aviez une histoire qui s'étendait comme ça sur une douzaine de livres ou plus. Et puis, ce que j'ai vu dans cette librairie, c'est qu'en fait, ce que je voyais à l'étal des bouquinistes aussi, c'est que les étudiants de l'université, ceux qui avaient 20 ans, ça ne les intéressait pas du tout. Ça ne les intéressait pas. Eux, ce qui les intéressait dans la librairie, c'était les mangas japonais. Et il n'y avait pas grand-chose, pas beaucoup d'autres bandes dessinées. Hein, donc le public pour ces livres, eh bien, c'était des gens, on va dire, des hommes surtout, de 40 ou 50 ans. Donc en fait, je me dis, mais est-ce que c'est ça la bande dessinée en Chine? C'est un truc en fait qui est fini, qui n'intéresse plus grand monde, que quelques personnes, que quelques collectionneurs, que quelques nostalgiques. À vrai dire, quand j'avais acheté ce petit livre, j'ai pas immédiatement pensé que c'était de la bande dessinée. Je me suis dit, bon, c'est très joli, c'est marrant. En fait, c'est un livre illustré, abondamment illustré. Mais est-ce que c'est de la bande dessinée? Quand je dis le mot bande dessinée, peut-être vous avez une image mentale qui vient et qui serait sans doute à peu près ça. C'est-à-dire, ici, on a la première page d'un album de Tintin, le livre noir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez que vous avez plusieurs images, une composition d'images dans une page, que ces images sont bien encadrées, dans des cases avec un trait noir, que vous avez un personnage qui va revenir de case en case. En fait, ce personnage, vous connaissez, c'est Tintin, c'est un héros, il va même revenir d'album en album, sans jamais vieillir, sans jamais changer. Donc c'est le héros d'une série. Il y a des personnages secondaires qui sont aussi récurrents. Ici, bon, vous avez Milou, mais vous en connaissez d'autres dans l'univers de Tintin. Et puis vous avez du texte, en l'occurrence des dialogues ici, qui est présenté dans des bulles. Et donc c'est vrai qu'entre ce petit livre-là que je vous ai montré et ça, finalement, est-ce que c'est de la bande dessinée? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Et pour comprendre mieux, je pense qu'il va falloir faire un petit retour en arrière pour mieux comprendre ce que c'est la bande dessinée. Et la bande dessinée, elle a à peu près 2 siècles d'existence aujourd'hui. Donc on va d'abord s'intéresser à la première période, de 1830 à 1925. Dans les années 60-70, les premiers historiens de la bande dessinée,
pour des raisons peut-être un peu de recherche de légitimité, on cherchait des ancêtres prestigieux à la bande dessinée. Donc on évoquait l'art pariétal, les hiéroglyphes égyptiens, la tapisserie de Bayeux, les vitraux des églises. Et en Chine, et les historiens chinois prennent aussi ce pli-là, eh bien en Chine, on va évoquer par exemple ici le Sutra du Lotus imprimé sous la dynastie Tang au 8e siècle. Et vous voyez que c'est vrai, vous avez en fait une image et puis du texte à côté. Donc, est-ce que c'est ça la bande dessinée? En fait, on pourrait dire que dans le fait de mettre plusieurs images côte à côte, avec ou sans texte, il y a la possibilité de la bande dessinée. Mais il n'y a pas de bande dessinée. Ça serait quand même anachronique, en fait, de dire que ça, c'est de la bande dessinée. La bande dessinée, elle n'est pas née sous la dynastie Tang, elle n'est pas née dans les cavernes de Dordogne. Elle est vraiment née beaucoup plus tard, au XIXe siècle, avec celui qu'on considère aujourd'hui comme l'inventeur de la bande dessinée, Rodolphe Töpffer, qui était un Genevois. Et alors c'est un pédagogue, quelqu'un qui faisait partie de la bourgeoisie de Genève et qui prenait plaisir à dessiner dans des cahiers, à raconter des histoires. Et on peut dire qu'il est l'inventeur de la bande dessinée en revenant à une définition d'un inventeur. Qu'est-ce que c'est un inventeur? Vous savez, quand vous avez un trésor qui est caché dans la terre, eh bien l'inventeur, c'est celui qui va trouver ce trésor. Ça veut dire que le trésor est déjà là. Mais l'inventeur, c'est celui qui va fouiller, qui va sortir le trésor de terre et qui va le révéler au monde. Qui va révéler en fait ce qu'il y a de beau là-dedans. Et donc, dans tout ce qu'on a vu avant, dans les estampes de la dynastie Tang, peut-être dans les vitraux des églises, vous avez en fait ce terreau, cette terre, mais il n'y a pas encore de trésor. Il faut que quelqu'un, à un moment donné, se dise, mais là, il y a une possibilité vraiment de créer quelque chose, de faire quelque chose avec ça, c'est-à-dire en juxtaposant des images et des textes. 1830, c'est la révolution industrielle. Et ça amène aussi des conditions qui vont permettre la création de la bande dessinée. Vous avez le développement de la presse. Vous avez la possibilité de produire du papier à bas prix. Vous avez l'avènement d'une nouvelle classe qui est la bourgeoisie. Et cette bourgeoisie va chercher c'est des gens éduqués, ils vont chercher à s'informer, donc avoir une presse d'information. Et il y a un grand attrait quand vous avez un journal, c'est d'avoir des images dans le journal. À l'époque, 1830, c'est vraiment le début de la photographie. Et donc, les images dans les journaux, eh bien, ça va être des gravures qui vont être publiées dans les journaux. On cherche à s'informer par les journaux, on cherche aussi à se divertir. Et donc, vous avez le début aussi du dessin satirique. Vous avez aussi, avec la révolution industrielle, une alphabétisation des classes populaires. Pour des raisons peut-être pas si belles que ça au début, en tous les cas, pour que les gens puissent travailler finalement de meilleure manière, comprendre des instructions écrites par exemple. Et puis, vous avez aussi la possibilité pour des artistes de vivre de leur production. Parce que vous ne pouvez pas avoir un art qui est la bande dessinée si vous n'avez pas toutes ces conditions. Il faut des conditions techniques, donc l'imprimerie, la reproduction. Il faut un public qui va lire ça. Il faut des artistes qui créent. Voilà. Donc Töpffer, il invente la bande dessinée. Et ici, vous avez 1830, donc l'histoire de M. Cryptogame. Alors vous voyez, même si c'est peut-être pas frappant pour vous, qu'il y a déjà des liens avec la planche de Tintin qu'on a vue avant. C'est-à-dire que vous avez
une planche avec plusieurs cases. Vous avez du texte qui là est sous les images, mais il y a un mélange des deux. Et puis, je vais vous montrer qu'un exemple, mais en fait, Töpffer va aussi avoir des cases qui ont des tailles différentes, hein, selon comment dire, son désir de narration, de raconter un événement particulier, il va changer la taille des cases, choses comme ça. Töpffer, il va s'auto-éditer et il va diffuser des albums, d'abord dans les cercles de Genève, il va avoir un succès local. Et puis aussi, il va faire quelque chose d'assez étonnant, il va faire un ouvrage où il va réfléchir sur l'art nouveau que pourrait être la bande dessinée. Et il définit plusieurs critères. D'abord, le texte et l'image sont indissociables. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voyez ce PowerPoint sans que je vous parle, si vous voyez que des images, vous allez bien comprendre un peu quelque chose, hein, mais vous ne comprenez pas vraiment le propos. Et si vous entendez ma voix, mais que vous ne voyez aucune image, c'est la même chose. Donc en fait, il faut qu'il y ait les deux, pour créer vraiment du sens. Et la bande dessinée est là, hein, c'est un art comme ça qui est mixte. On doit utiliser les deux pour qu'il y ait un sens. Ensuite, on va avoir, il va définir aussi la centralité d'un personnage dans le récit, comme un héros comme Tintin par exemple. Vous devez avoir un personnage central. Vous avez la nécessité d'un trait, d'un dessin qui est un peu spontané. Parce que si vous allez vers un dessin qui tend, comme à l'époque, à la gravure, ou si vous allez vers un dessin trop académique, en fait, vous allez figer et la lecture s'avère difficile. Hein, c'est-à-dire que le lecteur voit une suite d'illustrations et ne rentre pas dans une histoire qui est une narration de bande dessinée. Donc ces albums ont énormément de succès. Il est salué notamment par Goethe, qui est très âgé, qui se divertit beaucoup de lire les productions de Töpffer. Et ces albums quittent Genève et se diffusent en Europe et arrivent à Paris, où ils sont réédités, redessinés aussi pour des raisons techniques, et ils vont même aller jusqu'aux États-Unis. Alors, la révolution à Paris, donc avec la révolution industrielle, je vous ai dit, vous avez la presse satirique, notamment, vous voyez par exemple cette image assez connue de caricature de Louis-Philippe en 1832. Vous avez, ce qui marche beaucoup, ce sont les estampes. Les gens adorent acheter des estampes. Alors ça peut être des estampes drôles, ou alors sur des faits de société, des jolies estampes. Sur des faits historiques aussi, possiblement. Vous avez la publication de romans en feuilleton. De plus en plus aussi des classes populaires qui vont lire des romans, de la littérature, ce qu'on appelle la littérature de gare, par exemple. Hein, c'est-à-dire que les gens, en fait, vont lire dans les trains. C'est l'époque de Gustave Doré, par exemple, d'Honoré Daumier. Alors c'est très étonnant de voir, par exemple, que vous avez des publications à l'époque où le nom de Honoré Daumier est écrit en très gros, et en petit, c'est écrit texte de Balzac. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Daumier qui est le plus connu à ce moment-là, et pas Balzac. C'est une production qui est plutôt pour les adultes ou le grand public que pour les enfants. Vous avez plein d'auteurs tout au long du XIXe siècle qui vont s'essayer à diverses formes de bande dessinée en jouant avec des cases, avec des choses, vraiment qui vont expérimenter différentes choses. Ici vous avez Steinlen, connu par exemple pour ses dessins. Là, c'est publié dans
la revue Le Chat Noir, donc vous avez un cabaret satirique, Le Chat Noir. Alors bon, là, vous avez une petite blague, vous voyez, deux policiers qui font pipi, un monsieur qui arrive et qui se dit, tiens, je pourrais faire la même chose, et puis, évidemment, les policiers, ensuite, l'embarquent pour outrage à la morale. À 1800, vous avez aussi, à la fin du 19e, la production des images d'Épinal. Très, très connues, les exemples d'Épinal, vraiment répandues partout. Et vous voyez qu'ici, vous avez des cases bien rangées, et puis vous avez le texte qui est typographié sous l'image. Donc vous voyez, bien, ça se rapproche un petit peu de ce qu'on va trouver en Chine. 1881-82, les lois Jules Ferry, l'école gratuite et obligatoire pour les enfants. Ça va impliquer une production de manuels scolaires. Ça va impliquer aussi une création de revues spécifiquement destinées à la jeunesse. D'abord pour la jeunesse bourgeoise. Vous avez par exemple ici le Petit Français illustré. Et dans ces revues, on va trouver par exemple Christophe, avec la famille Fenouillard. Vous allez trouver Benjamin Rabier, qui a dessiné la vache qui rit, et qui a dessiné bien d'autres choses aussi, Gédéon Canard, et plein de récits comme ça. Vous avez Carandache, vous avez des héros comme Bécassine, les Pieds nickelés. Voilà, tout ça, là, on est aux alentours de 1900. Voilà, donc vous avez cette bande dessinée qui se développe petit à petit en Europe et qui va réellement se développer aux États-Unis. Là, vous avez un essor prodigieux de la presse aux États-Unis et vous avez un véritable âge d'or de la bande dessinée, des auteurs très brillants, très créatifs. Donc c'est publié dans les journaux et en fonction de la place qu'on va avoir dans les journaux, vous avez différents types d'images ou de bandes dessinées. Alors vous avez du dessin presse, c'est pas vraiment de la bande dessinée, mais on va dire que ça fait quand même partie du même univers, c'est-à-dire une image isolée. Ici, on est en 1920, vous avez le 19e amendement à la Constitution américaine qui accorde le droit de vote aux femmes. Donc vous avez ce dessin de presse. Vous avez des strips, des comic strips, des bandes dessinées, souvent des gags. Parfois, ces comic strips peuvent être sous une forme différente, c'est-à-dire un carré ou même une colonne, en fonction un peu de la place qu'on vous attribue dans le journal. Et d'ailleurs, certains journaux vont très facilement republier cette histoire en la mettant juste sur un strip horizontal. Vous avez des bandes dessinées sur deux bandes. Ici, les Katzenjammer Kids, plus connus en France sous le nom de Pim Pam Poum. Donc une très vieille bande dessinée, ça vous dit quelque chose. Vous avez une série qui a eu un énorme succès, qui s'appelait La famille Illico, Bringing Up Father en anglais, de George McManus. Et cette série, ça raconte l'histoire d'un immigré irlandais. C'est un gars qui son travail consiste à porter des briques, et en fait, il gagne $1 million à la loterie. Il devient tout de suite riche, et on a une comédie familiale où vous avez la femme de Jix, du héros, qui, elle, veut accéder à la classe supérieure, donc qui fait tout pour faire, organiser par exemple des réunions, des choses comme ça. Vous avez la fille qui méprise son père, qui est nouveau riche et qui ne connaît rien à rien, et vous avez le fils qui est paresseux et qui passe son temps sur le canapé. Et donc on a vraiment un pitch là de sitcom, de série télé, et ça a eu un énorme succès, et ça a été publié dans le monde entier. Et là vous avez par exemple
vous voyez une édition japonaise en 1924. Et vous avez une influence de George McManus sur Hergé, au tout début, par exemple, du travail d'Hergé. C'est un dessin en noir et blanc avec une ligne claire. Vous avez des influences art déco, art nouveau, et vous avez des contrastes assez marqués de noir et blanc, une grande lisibilité de l'image. Et ça, cette série va aussi arriver à Shanghai ici en 1930, dans les années 30. Vous avez, pour finir sur la bande dessinée américaine, vous avez les merveilleuses Sunday Pages, les pages du dimanche, qui étaient des grandes pages en couleur. En plus, les journaux étaient très grands à l'époque, c'est très impressionnant. Où là, vraiment, vous avez des artistes qui vont jouer avec des formats de cases complètement différents, composés comme ça dans la page. Et pour finir ce petit tour d'avant l'histoire du 1er siècle, vous avez ici en 1925 le premier numéro du New Yorker, une revue artistique qui va vraiment mettre en avant l'illustration et qui va circuler dans le monde entier et qui va arriver à Shanghai. Alors vous avez ici des cercles artistiques ou culturels et voilà, vous avez des revues comme ça qui vont circuler. Peut-être que vous aviez certainement le New Yorker au Peace Hotel à l'époque, ça c'est sans doute. Voilà, on arrive en 1925 et je vous demande de retenir cette date, ici, avec la bande dessinée chinoise, Lian Ruanhua et Manhua. Ce sont les deux branches principales de la bande dessinée. On a une première période de 1925 à 1949, une deuxième période de 49 à 1980, 79, 80, et puis la période 80 à aujourd'hui. Donc 3 périodes. Pourquoi la bande dessinée s'est développée à Shanghai à partir des années 20? Il y a un ensemble de conditions, je pense. Déjà, Shanghai est un centre économique important. Vous aviez aussi une tradition au cours des dynasties Ming et Qing de romans illustrés, avec souvent beaucoup d'illustrations, une illustration par scène du roman, parfois une illustration par page. Ça veut dire qu'il y avait un public pour ces livres-là, ces romans illustrés, par exemple Au bord de l'eau, voilà, avec plein d'illustrations. Vous aviez un public et vous aviez aussi des artistes, des dessinateurs et des graveurs. À la fin du 19e siècle, vous avez aussi des nouvelles techniques d'impression et la presse qui commence à se développer à Shanghai, en lien avec les concessions étrangères. Souvent, les créateurs de presse, les journaux, eh bien, ce sont les étrangers qui, au début, vont vouloir avoir ces journaux et finalement les créer sur place. Vous avez Shanghai, qui est une ville cosmopolite, avec des influences russes, japonaises, françaises, américaines. Et puis, dans les années 20, vous avez aussi le mouvement de la nouvelle jeunesse, Lu Xun, tous ces jeunes Chinois, en fait, qui veulent écrire d'une manière qui puisse être plus accessible à tout le monde. On a donc un bouillonnement artistique à l'époque. Et donc on va avoir la création de ces deux formes de bande dessinée qui sont le Lian Ruanhua et le Manhua. Bon, le Lian Ruanhua, je vous dis tout de suite, c'est ça. Ici, vous avez par exemple un journal de 1915 et vous aviez des estampes ou des feuilles comme ça libres dans les journaux que les gens détachaient et puis collaient par exemple sur le mur ou gardaient. Et là, c'est intéressant, j'ai mis cette image, on a un peu les deux formes. On a cette forme-là, c'est-à-dire une image avec du texte qui va se rapprocher du Lian Ruanhua. C'est juste une image et du texte. Et ensuite, vous avez l'autre forme qu'on va appeler manhwa et manga en japonais.
où vous avez un dessin, vous voyez, beaucoup plus spontané. Vous vous rappelez ce qu'avait dit Töpfer, la nécessité d'avoir un dessin un peu spontané, jeté, hein, pour que ça soit lisible facilement et que ça ne soit pas figé. Vous avez aussi l'idée d'un gag, ici. Alors on lit, à l'époque, on lit de droite à gauche. Vous avez un train qui arrive en gare pour 5 minutes. Vous avez quelqu'un qui achète, je ne sais quoi, un vendeur qui est sur le quai, et l'acheteur lui tend une pièce une grosse pièce d'argent. Et le vendeur refuse la pièce parce qu'il n'a pas la monnaie. L'acheteur cherche de voir s'il a 2-3 petites pièces, et en fait le train repart, et évidemment l'acheteur repart avec la marchandise, et le vendeur n'a pas été payé. Voilà, et donc on a ces deux formes. Là on est en 1915. Alors, 1908, ici, vous avez un exemple de ces romans illustrés. Ici, c'est Au bord de l'eau. Et vous avez donc toutes ces images, et vous avez du texte qui renvoie à la scène de l'histoire. Parce qu'on suppose que les gens connaissent bien le récit, le roman, et simplement, on va dire, ah, c'est la scène où il se passe ceci ou cela. Voilà. C'est lié à la gravure, voilà, c'est un peu figé. Et en tout cas, c'est très chinois. Ici, vous avez, ça c'est intéressant, en 1918, vous aviez au début du siècle, à Shanghai, ce qui était très populaire, c'était l'opéra. Dans des formes populaires. Hein, il n'y avait pas de cinéma encore à l'époque. Donc les gens allaient voir des opéras, on nous racontait des faits historiques. Vous aviez des adaptations de romans en opéra. Et comme vous aviez ici en 1918 un opéra qui a été très populaire, qui s'appelait Le Prince échangé contre un chat, eh bien, des éditeurs ont eu l'idée de charger des illustrateurs de faire des petits livrets, donc une sorte de livret d'opéra, mais d'un nouveau genre, où en fait, il y avait toute l'histoire qui était racontée avec donc, une image comme ça, par page, et du texte dessous. Et ces petits livrets étaient vendus à la porte de l'opéra pour quelques sous. C'était moins cher que la place, évidemment, de l'opéra. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'on a un lien avec la scène de l'opéra, et on reprend les costumes des acteurs, le maquillage, et on reprend, on le verra aussi, la gestuelle. Vous avez une gestuelle comme ça, un peu emphatique. On va le voir dans d'autres images par la suite. 1920, encore un autre récit qui s'appelle ici Shui Zhengwei part en expédition vers l'Est. C'est l'histoire d'un général de la dynastie des Tang qui va combattre en Corée. Et ce qui nous intéresse ici, évidemment, c'est que c'est sur un petit livre avec cette forme ici de texte et d'image. Et vous remarquez ici que le texte est en haut de l'image. Donc le texte commence, en fait. Le texte est plus important. Et l'image vient dessous. 1925, voilà, ici, vraiment la date importante. Vous avez les éditions du Monde qui publient 5 séries d'adaptations de grands romans populaires. Le voyage vers l'Ouest, Au bord de l'eau, Les Trois Royaumes, Le général Liu Fei et L'investiture des dieux. Voilà les couvertures de ces romans. Et cette collection de livres, cette série de livres, est baptisée, si vous lisez ici chinois, donc Yan Huan Tu Hua, bon ça gros. Yan Huan Tu Hua, Tu c'est aussi l'image, Hua c'est l'image. À l'époque, on met, comme souvent en chinois, on met 2 caractères pour renforcer un peu le sens. Et ce tout a disparu par la suite, et on a le mot qui est devenu Lianhuan 3. Voici par exemple la série des Trois Royaumes. Vous avez 24 livrets de 32 pages, ce qui fait 768 images au total. Le livre est relié sur la droite, puisqu'on lit de droite à gauche, comme le manga. Ici
vous avez la première page du livre. Vous voyez ici 2 personnages sur un pont, hein, mais c'est la première page, donc elle est ici. Et après, quand on tourne, on va avoir les pages 2 et 3. Et vous retrouvez les personnages, les mêmes personnages qui sont sur le pont, sauf qu'ici, la séquentialité des images, elle n'est pas pensée dans une page. Elle n'est pas vraiment pensée, en fait. Ici, on est dans une forme qui reste une forme vraiment de texte illustré, finalement. C'est 1925, donc ces liens Huanhua vont avoir un succès extraordinaire à Shanghai. Ici, ce sont des photos plutôt des années 50, mais en fait, à partir de 1930, le succès est considérable, et vous avez donc des enfants qui vont lire ces liens Huanhua. Alors, les liens Huanhua ne sont pas vendus en librairie, parce que les libraires méprisent ce genre populaire. Ils sont vendus, plutôt loués dans la rue. Hein, vous aviez des stands comme ça, et vous pouviez louer pour 1 ou 2 heures et lire autant que vous vouliez. Vous avez une production qui se fait à Jianmei. Une vingtaine d'éditeurs produisent des liens Huanhua. Comme ça a du succès, on passe de quelques centaines d'exemplaires jusqu'à environ 2000. On produit très vite. Vous avez par exemple l'écrivain Mao Dun, 1932. Alors Mao Dun, aujourd'hui, le prix Mao Dun, c'est l'équivalent du prix Goncourt en France. Mao Dun écrit « Au coin des rues et des ruelles s'accumulent, telles des cartes postales, d'innombrables étals de livres ». Mais Mao Dun n'aimait pas trop les liens Huanhua. Par contre, Lu Xun, d'autres intellectuels, en fait, se disent « Ah, mais là, il y a quelque chose qui est intéressant. Les gens, ça intéresse les gens, il faut investir ça. » Il incite les gens à aller créer dans ce nouveau médium. Dans les années 30, on reste vraiment dans une forme de texte illustré, mais à partir des années 40, vous avez quelques auteurs qui vont commencer vraiment à jouer avec la forme. Le texte arrive vraiment dans l'image. Là encore, vous avez des choses un peu archaïques, c'est-à-dire que vous avez le nom des personnages qui est écrit à chaque fois, dans chaque image, pour qu'on reconnaisse bien. C'est un vrai problème de la bande dessinée, dit le héros récurrent. Pour que le héros soit récurrent, c'est un peu compliqué en dessin. On va le voir sous différents aspects, etc. Il faut le reconnaître. Et là, donc, il dit, bon, on n'est pas sûr de le reconnaître, donc on va écrire le nom du personnage. Vous avez ces auteurs des années 40 qui vont parfois sortir de cette image unique et ils vont découper en 2 images. Ils vont faire un montage, un système de montage temporel qu'on va trouver par exemple dans le cinéma. Le dessin, vous voyez, est un peu grotesque, burlesque, et il rappelle un peu le dessin de Töpfer. C'est un dessin donc un petit peu spontané comme ça. Et il fait en fait immédiatement lisible par toutes sortes de gens. On comprend ce qui se passe dans le dessin. Et vous avez même des bulles. Voilà pour la première période, jusqu'à 1949. Mais, par exemple ici, avec des cases différentes. Maintenant, deuxième période, 1949. Alors ici, vous avez Mao Zedong en juin 1951. C'est le premier numéro du Lian Huanhua Bao, le magazine des Lian Huanhua, à Pékin, tiré à 150 000 exemplaires. On dit que Mao aurait dit quelque chose comme ça en 1950. Les Lian Huanhua sont lus aussi bien par les enfants que par les adultes, par les gens illettrés que par les gens éduqués. Pourquoi ne pas créer une maison d'édition pour publier des séries de nouveaux Lian Huanhua? Et quand Mao parle, donc Zhou Enlai se met au travail. Et donc Zhou Enlai crée des grandes maisons d'édition d'État, comme les éditions des Beaux-Arts du Peuple à Pékin et à Shanghai, qui vont être les 2 grosses maisons d'édition de Lian Huanhua. Les Lian Huanhua prolifèrent. On passe de 21 millions de fascicules en 1952 à plus de 100 millions en 1957.
En fait, l'État se met à produire du lien de Renoir et à le diffuser partout. Hein, donc on passe en fait d'un petit médium apparu à Shanghai qui tirait à 2000 exemplaires à quelque chose qui devient national, tiré à des millions d'exemplaires. Vous avez un dessinateur qui s'appelle Roy Hodge, né en 1922, et sa carrière est assez exemplaire du développement du lien de Renoir. Ici, on le voit en 1949. Alors, il gagne maigrement sa vie en dessinant des liens de Renoir pour des éditeurs de Shanghai. Et puis, en 1952, il passe un concours et il entre dans la maison d'édition des Beaux-Arts du peuple de Shanghai. Il devient fonctionnaire. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ce sont des fonctionnaires qui sont bien payés par rapport, par exemple, à des ouvriers. Hein, les dessinateurs de liens de Renoir gagnent bien leur vie. Deuxième chose, les dessins appartiennent à l'employeur, à la maison d'édition et donc à l'État. Ils n'appartiennent pas à l'auteur. Ensuite, on a une séparation du texte et de l'image. Le texte va revenir sous l'image, on n'a plus les bulles, hein, on n'a plus ces expérimentations des années 40, on n'a plus le texte dans l'image. Le texte revient sous l'image et est typographié, comme les images d'Épinal, comme le Petit Français illustré à la fin du XIXe siècle. Parce qu'on se dit, le public, ce sont des gens un peu illettrés et tout, il faut que les caractères soient bien écrits, typographiés. Il faut aussi contrôler le texte et l'image. Donc vous avez quelqu'un qui va écrire un texte, quelqu'un qui va dessiner des images. Et vous avez dans la maison d'édition, ce qui existe encore aujourd'hui, quelqu'un qui contrôle le texte, quelqu'un qui contrôle l'image. Donc c'est séparé. Mais cette séparation, elle va finalement revenir à une forme d'illustration. On a un texte illustré, abondamment illustré, mais on n'a plus ces formes particulières qu'on trouve dans la bande dessinée, comme la case, la bulle, etc. Entre parenthèses, en 1949, vous avez en France la loi des publications sur la jeunesse, hein, les communistes et les catholiques qui s'allient et qui disent on doit produire certaines choses pour la jeunesse. En fait, on a un peu les mêmes réflexes, hein, de pays en pays. Là, on se dit on va produire pour le peuple, il faut revenir à des choses bien claires, l'image, le texte, bien écrit, bien typographié. 1950, le pouton droit devient obligatoire à l'école. 1956, vous avez les premiers caractères simplifiés, 2000 caractères. Et donc, les liens droits vont être écrits en caractères simplifiés. Et aussi de gauche à droite. Vous voyez, ça change vraiment. Le style change. Le style change parce qu'on ne veut plus du style un peu grotesque, un peu justement ce trait un peu spontané, là, la Topfer. On ne veut plus de ça. Ça renvoie à des vieilleries un peu archaïques chinoises. Et il faut un nouveau style. Et vous avez des dessinateurs qui sont envoyés en Russie, hein, des étudiants qui vont étudier les manières académiques de faire du dessin. Ils vont revenir à Shanghai et vous avez, bon, par exemple, l'étude de nu ou des choses comme ça, mais on revient à un style beaucoup plus réaliste. Et puis, on n'a plus de création d'auteur, hein, on a une création d'ateliers de dessinateurs dans les maisons d'édition. Alors, qu'est-ce qu'on trouve hein, dans toutes ces bandes dessinées? Eh bien, vous avez l'idée, en fait, de créer un roman national, d'unir le peuple chinois autour de certaines valeurs, de certains faits historiques, de certaines œuvres. Donc, vous avez, voilà, par exemple, des liens droits historiques. Vous avez aussi quelques liens droits comiques. Ici, c'est le roi singe. Vous avez bien sûr la lutte contre l'ennemi japonais. Vous avez la propagande communiste. Vous avez aussi des liens droits plutôt destinés aux enfants. Et
en particulier, on essaye de faire en sorte que les petites filles lisent les liens droits. Et on va mettre en avant des figures féminines historiques et des héroïnes rouges. Pourquoi? Pour des raisons un peu stratégiques. Hein, puisque vous voulez diffuser le communisme, eh bien, il faut plaire à une partie de la population, qui est au moins la moitié de la population, qui sont les femmes. Hein, et donc, on va mettre en avant les femmes. Donc, on a un certain féminisme, on pourrait dire, hein, dans le communisme, avec une limite tout de même, un plafond de verre, et quand même, non, les dirigeants, finalement, restent des hommes, jusqu'à un certain point. Ryojo, donc, il va participer à ce mouvement. Ici, vous avez des œuvres des années 60, avec un style assez qui le rend vraiment. Il a un succès énorme. Hein. Beaucoup de dessinateurs vont copier son style. C'est un style très lisible, à la fois réaliste et à la fois très lisible, avec beaucoup de blanc, de vide, ce qui renvoie aussi à la peinture chinoise, au yin-yang, des choses en fait très, très classiques. Ryojo, comme il est très très connu, eh bien, il va souffrir pendant la révolution culturelle. Alors, au moment de la révolution culturelle, Zhou Enlai va utiliser à nouveau le lien droit pour vraiment aller dans le sens d'une grande propagande. Ici, vous avez les fonds mis en avant dans différentes publications, même vous avez des films qui sont adaptés en lien droit. Vous avez des figures soviétiques, ici des mines. Vous avez, on vous explique aussi par exemple ce que vous devez faire si vous avez une attaque atomique en 1971. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a des manuels, en fait les NRA sont des manuels de survie, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez aussi les opéras de Tianqing, la femme de Mao, ici, les 8 opéras officiels, et donc à nouveau on retombe sur l'adaptation d'opéra en lien droit, avec une gestuelle. Donc Ryojo, il est envoyé à la campagne pendant la révolution culturelle, il dessine encore des œuvres qui se passent à la campagne, il participe même aussi à la critique de Confucius, contre Confucius. Et puis arrive la troisième période, la dernière période, à partir de 1979, Deng Xiaoping, 1980. Ici, Ryojo, 1981, il dessine, il adapte une nouvelle de Wu Xun qui s'appelle La Lumière Blanche, Baiwan, avec un style, vous voyez, très influencé par la peinture chinoise. C'est une sorte de révolution en 1980 dans le monde du lien droit. On s'est dit, on peut créer des liens droits qui sont beaucoup plus artistiques, beaucoup plus littéraires. C'est aussi incompris par une partie du public. Ils ont l'habitude d'avoir leur petit bonhomme bien dessiné, et là, ça les déstabilise. 1985, vous avez le petit livre de Ryojo que je vous ai montré. Au début des années 80, il va devenir aussi enseignant, il va aller à Pékin, il va écrire beaucoup d'articles sur la bande dessinée, donc il va réfléchir sur son médium. Et puis en 1988, il est invité au Festival d'Angoulême. Et là, il est malin, Ryojo, parce qu'il se dit, si j'arrive au Festival d'Angoulême et que je fais une exposition avec tous mes petits liens droits de propagande des années 60, bon, ça ne va pas vraiment intéresser les gens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner mon autobiographie en lien droit. C'est quelque chose de nouveau, cette idée-là, de raconter sa vie en lien droit, d'avoir vraiment une démarche d'auteur. Et après ça, il va être invité encore à Angoulême, là on ne voit pas trop l'image, en l'an 2000, il va aller donner des cours aux étudiants. Il va dessiner, après son autobiographie, il va dessiner aussi le vieux Shanghai. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau aussi. Vous avez des dessinateurs qui vont revenir sur leur vie et sur ce qu'était le Shanghai des années 30, 40. Une œuvre très intéressante de 2008, Pitio Ladze. Vous avez ce Pitio qui était un paysan qui a été désigné comme contre-révolutionnaire pendant la révolution culturelle, qui a fait 10 ans de prison.
qui sort au moment de Deng Xiaoping, qui sort de prison, et en fait qui a une mauvaise place dans la société, qui n'arrive pas à trouver un bon travail. Et en fait, il se plaint continuellement, il essaye d'organiser des pétitions, et personne ne le prend au sérieux, personne ne veut l'écouter. En fait, il veut juste que son préjudice soit reconnu. Mais personne ne veut l'écouter. Et puis, 2022, au mois de novembre, le centenaire de la naissance de Royauge, bon, il est décédé en 2016, et vous avez son intégrale qui vient de paraître aux éditions des Beaux-Arts du Peuple, 26 volumes. Voilà. Quelqu'un qui a dessiné des centaines de bandes dessinées. Je vais vous en montrer que quelques-unes. Alors, il est quelle heure? 27. Hein? Encore un peu. 20h30? Ok. Alors, on va passer directement au manhwa. Alors, manhwa, c'est un mot intéressant parce que quand vous regardez man dans le dictionnaire, ici, man, vous voyez, vous avez la clé ici de mot à gauche, eh bien, c'est un mot un caractère qu'on va retrouver dans des mots comme involontaire, divertissant, sans but, exagéré, débordé, au hasard, insouciant, flâner, vagabonder, réflexion diffuse, bavarder, des notes littéraires, écrire des notes littéraires. En fait, on pourrait dire caricature en général. Ce mot chinois, il va être utilisé surtout au Japon, au XVIIIe, XIXe siècle. Ici, vous avez un dessinateur qui s'appelait Okuzai, qui est connu pour la grande vague, ici, et vous avez, en 1815, Okuzai, il va publier une série de 15 volumes qu'il appelle la manga, de Okuzai, et c'est simplement des dessins comme ça. Ça peut être des visages, ça peut être des paysages, ça peut être des idées un peu grotesques. Voilà, c'est un recueil de dessins qui viennent comme ça, sans but particulier. Juste on a une idée, on la jette sur le papier. Voilà par exemple des séries de visages, donc 1815. À Shanghai, en 1904, vous avez un journal qui avait été créé au moment de la guerre russo-japonaise, et il y a une rubrique dans ce journal, donc ça a duré à peu près un an, ça s'appelait She Manhwa. Donc, les affaires du temps, enfin la caricature des affaires du temps, dessin d'actualité. C'est là, 1904, donc c'est la première fois qu'on voit ce mot manhwa dans un journal à Shanghai. Mais ça reste très restreint. C'est pas tellement connu des gens, le mot n'est pas connu. Il faut attendre un dessinateur qui s'appelle Fong Zekai, qui a été l'élève d'un bouddhiste, Li Shutong à Hangzhou, qui avait une pédagogie très moderne, et notamment ils étudiaient l'art, et l'art occidental. En 1921, Fong Zekai se rend au Japon comme étudiant étranger, et il va découvrir des manhwa dans les journaux. En fait, ce sont ces petits dessins isolés qui vont servir à illustrer des articles. Quand il revient à Shanghai, il a l'idée, lui aussi, de créer des petits manhwa. Il a une idée qui est assez fabuleuse, je trouve, c'est que il va prendre des vers de poèmes de la dynastie Song, et il ne va pas illustrer le poème, il va illustrer le moment où on peut penser à ce poème. C'est une très belle idée, je trouve. Là, par exemple, les invités sont partis, vous êtes sur la terrasse, il reste les tasses, la théière, il y a la lune, et vous pensez à un vers d'un poème de la dynastie Song. Donc il crée ces petits manhwa, le rédacteur en chef d'un journal trouve ça intéressant et commence à les publier donc en 1925. Ici, donc la même année que c'est la création des Démons du New Yorker. Voilà, Fong Zekai Manhwa. Les manhwa de Fong Zekai sont des dessins de presse, d'humour, mais avec un humour un peu fin,
peut-être qu'on pourrait le rapprocher, je ne sais pas, de Sampé par exemple. C'est un peu différent, mais en tous les cas, c'est pas du gros humour. Là, par exemple, vous avez deux théières et qui sont proches, et donc on pense au baiser. Vous avez un petit enfant qui un jour trouve son oiseau mort et peut-être qu'il découvre à ce moment-là la mort. Vous avez ici le métier de deux pères. Deux enfants qui sortent de l'école, qui se tiennent la main. L'un des enfants a des vêtements un peu rapiécés, mais ce sont des amis. Et puis, ils voient leur père ici dans la rue. Donc, l'un tire le pouce-pouce et l'autre est assis dans le pouce-pouce. Donc, Fonseca, il a créé de 1925 jusqu'à 1937. Et ce qui va se passer en 1937 avec l'occupation japonaise, c'est qu'il y a beaucoup de dessinateurs en fait, qui vont partir, qui vont aller à Canton, à Chongqing, à Hong Kong. Et à ce moment-là, il va arrêter de faire ses dessins en noir et blanc, il va reproduire des dessins comme ça en couleur. Et son style devient un peu plus figé. Et après 1949, il va donc devenir directeur de l'Académie de peinture chinoise de Shanghai. Bon, il va continuer à produire des illustrations. J'ai oublié de dire que Fonseca traduisait du russe, du japonais, de l'anglais, qu'il a écrit des manuels sur les mathématiques, l'apprentissage du violon, l'art occidental, qu'il a écrit aussi des nouvelles, etc. Quelqu'un comme ça de très actif. Bouddhiste, il fait des séries de dessins, un recueil de dessins pour protéger la vie. En 1900, quand son maître Li Shutong avait 50 ans, il a fait 50 dessins. Quand il avait 60 ans, il a fait 60 dessins. Et son maître est décédé en 1942, et Fonseca a dit tous les 10 ans, je ferai un recueil de livres de dessins bouddhistes pour protéger la vie. Donc après, je ferai 70 dessins, nouveaux dessins, 80 dessins, 90 dessins, 100 dessins. Et donc, dans les années 50, 60, 70, il va continuer à dessiner, bien sûr en secret. Ces livres passent par des réseaux bouddhistes et sont publiés à Taïwan. Et notamment, puisqu'il est directeur de l'Académie de peinture chinoise, et ben, pendant la révolution culturelle, il est violemment critiqué. Il y a même des manhwa, un peu d'ironie du sort, puisque c'est lui qui a popularisé le mot manhwa en Chine. Des manhwa contre lui, bon, on ne voit pas trop le dessin. Il y a des affiches et des manhwa contre lui. Il va continuer néanmoins à créer dans sa petite maison à Shanghai. En fait, le rez-de-chaussée est confisqué par les gardes rouges, donc il vit au premier étage et il va travailler dans son bureau. Il va dormir sur ce petit lit qui fait 1,55 m, alors que lui fait 1,71 m. Et il va travailler dans la pénombre, la nuit, notamment sur ses dessins bouddhistes. Malheureusement, violemment critiqué pendant la révolution culturelle, il va souffrir physiquement de ça, il va mourir en 1975. Et donc il a écrit des textes, et vous avez un recueil, par exemple chez Gallimard, qui s'appelle Couleurs de nuages. Et ces textes sont aussi des manhwa, si on veut. Enfin, c'est pas roi, mais il y a l'idée de man. C'est juste, on a une petite idée, on écrit un petit texte. Une page. Voilà, c'est ça. C'est le même processus créatif. Donc Fonseca popularise ce mot manhwa. En 1928, vous avez une revue qui s'appelle Shanghai Manhwa. D'avril 1928 à juin 1930. Donc ce sont des jeunes artistes qui ont une vingtaine d'années, alors qui sont influencés par le New Yorker, cette revue qu'on a vue créée en 1925, qui sont influencés par les mouvements artistiques européens, surréalisme, dada, l'expressionnisme allemand. Et vous avez ces revues assez étonnantes. Vous voyez, ça c'est les couvertures de
la revue Shanghai Manhua. Vous avez des petites bandes dessinées, des petites notations. Par exemple, ces messieurs très sérieux qui voient la femme arriver, puis derrière, il la mate en douce. Et vous avez, de 1934 à 1937, une revue mensuelle qui s'appelait Shedai Manhua Modern Sketch. Et c'est tout à fait étonnant de voir cette revue. J'ai amené ici un facsimilé. J'ai acheté les facsimilés des 32 exemplaires de la revue. Et quand je suis tombé sur cette revue de 1934, je vous avoue que j'ai pleuré. Ça m'a tellement ému de voir en fait qu'il y avait à Shanghai des artistes chinois qui étaient ouverts aux influences internationales et qui créaient quelque chose de vraiment nouveau, très très fort. Vous voyez ici des couvertures de la revue de 1934. Alors bon, on joue aussi sur l'érotisme. Voilà, des couvertures. Donc là, par exemple, c'est vraiment Georges Grosch, l'expressionnisme allemand. Des pages comme ça, par exemple, vous voyez tout net, vous voyez tous ces grands nouveaux immeubles vides à Shanghai, c'est alloué, et puis vous avez les gens qui s'entassent dans les petites maisons. Vous avez aussi ce tireur de pouce-pouce, alors ça se lit là de droite à gauche, qui voit des voitures arriver, et puis qui n'a plus de travail. Petit à petit, le métier change, l'époque change. Vous avez, par exemple, les caricatures des fascistes de l'époque, on pourrait dire, des années 30. Vous avez des montages photos, tout à fait étonnants, je trouve. Et vous avez, incidemment aussi, une série qui s'appelait Monsieur Wang, qui était vraiment fameuse à Shanghai, qui était directement inspirée de la famille Illico, vous vous souvenez de George McManus aux États-Unis. Cette série a circulé, et donc on a Monsieur Wang. Alors il y a eu plein de films sur lui à l'époque, dans les années 30, il était vraiment célèbre. Un personnage un peu, comment dire, un peu magouilleur, voilà, un beau parleur, très connu pour draguer le dragueur de voisine. Vous voyez. Et ici, 1937, M. Wang s'engage dans l'armée, bien sûr, pour lutter contre les Japonais. Donc là, ça devient du manhwa de propagande, en fait. Et le personnage le plus connu du manhwa, c'est San Mao, aussi créé en 1935. C'est un petit orphelin des rues de Shanghai, qui vit de ce qu'il peut. Là, par exemple, en fait, il voit qu'un monsieur vend ses enfants, et donc il décide de se vendre lui-même, puisqu'il n'a pas de parents qui peuvent le vendre, donc il se vend lui-même, mais ça n'a pas de succès. Bon, le monsieur repart, et puis il est très dépité de voir une boutique avec des poupées. Le prix de la poupée, évidemment, est grandement supérieur au prix qui s'était lui-même attribué. Et une dame qui achète cette poupée, mais qui ne peut pas s'occuper de San Mao. Ou alors, vous avez ici San Mao qui est renversé par une voiture. Le monsieur lui jette des billets. San Mao n'est pas content, il veut quand même discuter avec ce monsieur. Le policier, voyant que San Mao empêche la voiture de passer, lui dit de déguerpir, et puis le policier ramasse l'argent. Donc San Mao a été très très populaire dans différents journaux de Shanghai. Bon, encore une image ici, San Mao a froid, et vous voyez les petits chiens qui ont chaud. 1949, vous avez un film. Donc on suit les tribulations de San Mao, mais là, ce film a été présenté au Festival de Cannes en 1949. La fin du film a été changée par la suite en Chine, puisque donc, les tribulations comme ça de ce pauvre orphelin, en fait, peut-être qu'il va trouver, en fait, il va intégrer, attendez, il faut que je retrouve
le truc, pardon. Voilà. On suggère que le petit vagabond va trouver la fin de ses misères dans l'engagement auprès des groupes d'enfants du Parti communiste. C'est la fin. Donc après, dans la deuxième période, de 1950 à 1980, San Mao continue, mais on sent dans le dessin, on sent dans les histoires qu'en fait, on doit mettre San Mao comme un personnage immensément populaire, aujourd'hui encore. En Chine, c'est comme Tintin, si on veut, tout le monde le connaît, tout le monde a un livre de San Mao à la maison. Eh bien, on le met au service de l'idéologie communiste, et on sent en fait que la création est tellement contrainte que ça devient lourd. Donc là, vous voyez, on est, je pense, en 1957, avec comment ça s'appelait, les réformes agricoles, le grand bond. Voilà, exactement. Ici, on est bon pendant la révolution culturelle. Alors, il y a eu d'autres... Parce que la question que je me posais, c'est pourquoi il n'y a pas plus de manhwa en Chine? Pourquoi il n'y a pas plus de... je pense parce que en fait, le gouvernement a vraiment investi dans le lien manhwa, a développé ça. Et en fait, le manhwa est resté quelque chose un peu mal considéré, vraiment pour les enfants, un peu comique, pas très important. Donc on n'a pas mis d'argent là-dedans. Il n'y a pas eu vraiment d'autres personnages, à part San Mao. On a cherché à créer des personnages, mais sans grand succès. Ces personnages ne sont pas restés dans la mémoire. Voilà, on a cherché à créer comme ça les petits-enfants, les personnages. Mais ce sont des histoires aussi très moralistes, pas tellement intéressantes. Alors il reste à dire qu'à partir de 1980, ce qui se passe, c'est que vous avez un déclin du lien manhwa. Pourquoi? Parce que vous avez la télévision qui arrive. Vous avez un ensemble de raisons. Vous avez les séries télé qui viennent de Hong Kong, de Taïwan. Vous avez des mangas japonais qui arrivent. Vous avez cette forme de lien manhwa qui peut être intéressante, une image et du texte, mais qui aussi est très ennuyeuse à la longue. Vous n'avez pas une composition d'images dans une page, vous n'avez pas quelque chose de très dynamique. Et donc le lien manhwa décline. Il y a aussi quelque chose, je pense, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de très redondant dans le lien manhwa. On adapte encore et encore les mêmes faits historiques, les mêmes récits littéraires. On ne parle pas de la vie et des changements de société. Et donc les jeunes des années 80, en fait, ils se sont désintéressés du lien manhwa et se sont tournés vers le manga japonais qui commençait à arriver. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a un renouveau du lien manhwa en Chine actuellement? Non, il y a toujours une petite production, mais vraiment à des visées pédagogiques, tirées à quelques milliers d'exemplaires. Et est-ce qu'il y a du manhwa aujourd'hui? Eh bien, en fait, le mot manhwa, qui était ce dessin de presse, ou ce dessin un peu satirique, aujourd'hui désigne la bande dessinée occidentale, les comics, les mangas japonais. Le terme englobe tout ça. Et aujourd'hui, le seul à peu près auteur chinois qui a vraiment fait quelque chose de nouveau dans le manhwa, c'est Li Kunru. Vous connaissez peut-être, qui a dessiné une vie chinoise à partir de 2009. Voilà, 2009-2011, qui raconte son enfance, le temps du père, sous Mao, le temps du parti et le temps de l'argent. Et donc le changement de la société chinoise avec le tournant des années 80. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Li Kunru, c'est quelqu'un qui vient du manhwa, mais dans le sens dessin de presse. Lui, il faisait des dessins de presse. Il a fait un peu de lien manhwa aussi, très peu. Et en fait, il travaille d'abord avec un Français qui lui montre des bandes dessinées occidentales, des mangas. Et en fait, il comprend l'intérêt de cette forme narrative qui est beaucoup plus dynamique que le lien manhwa. Et donc, lui, il intègre ça. Il fait des cases, il met des bulles, et vous voyez qu'il réutilise aussi ce style de dessin, on pourrait dire, un peu grotesque, spontané, qui rappelle un peu aussi ce dessin de Töpfer
de 1830. C'est pas du dessin réaliste, c'est pas du dessin académique, figé, et en fait c'est du dessin quand même qui est complètement lisible par tout le monde. Et donc il a cette intelligence-là, Likounou. Il a un succès phénoménal. Ses bandes dessinées sont publiées dans le monde entier, et puis après il a continué à travailler sur une œuvre toujours autobiographique. Donc vous voyez, ça rappelle aussi ce qu'avait fait Ryoju, quand il raconte son autobiographie en Lien Roi, qui raconte le vieux Shanghai. Il est dans cette veine-là, c'est-à-dire une veine d'auteur. Je parle de l'histoire chinoise, mais à partir de ma propre histoire. Vous voyez une image ici de Likounou devant un tas de livres publiés dans plein de langues. Voilà, je vous remercie. Enfin,